bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. On se retrouve aujourd'hui pour le démarrage de cette nouvelle saison. Ça fait quand même 3 saisons, c'est la 3e cette année qu'on ouvre. Donc aujourd'hui, on va repartir sur le même principe que les années précédentes. Donc un talk où on parle de l'actualité de l'établissement, on parle de différentes informations en lien avec nos activités et en lien avec les divers événements qui peuvent se passer à l'université, quelques jeux aussi. Et donc pour commencer cette émission, je vous propose de faire un petit tour de table. Alors on retrouve nos grands habitués à ma droite, donc Benoît Rouag, le président de l'université. Bonjour Benoît. Bonjour Yannick. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bah, toujours pareil. Je suis ravi de reprendre cette 3e saison et je sais que je vais être encore ridiculisé pour les quiz comme d'habitude. Mais là, je me place de plus en plus près pour essayer de tricher un petit peu. Non, ravi en tout cas qu'on reprenne le Vue du Nîmes, qui est un événement qui commence à être important pour l'établissement, notamment pour faire passer pas mal d'informations et surtout mettre à l'honneur des initiatives portées soit par nos enseignants-chercheurs, soit par nos étudiants, soit par nos partenaires. Merci. À ma gauche, on retrouve Nicolas Leroy, le vice-président administration et relations internationales. Bonjour Nicolas. Yannick. Alors, une question me brûle les lèvres, on n'en a pas parlé. En plus, la vraiment première question, complètement imprévue. Le roi de l'histoire, ça reprend cette année? Oui, ça va reprendre. Ça va reprendre, mais ça met un petit peu de temps à se remettre en place. On va sans doute changer d'horaire. C'est ça le point le plus bloquant, mais ça va reprendre, je pense, en novembre. D'accord, novembre. Pour le roi de l'histoire. Une idée de thème, peut-être? Je peux difficilement passer à côté de l'Ukraine, là. Donc, il va y avoir sans doute une histoire de l'Ukraine pour débuter. Histoire de rappeler Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire un épisode où vous regardez votre épisode sur l'URSS et dire à ce moment-là, j'ai eu tort ou j'ai eu raison? Mais j'ai eu raison tout le long. J'ai eu raison tout le long. Il fallait... Fallait bien écouter, évidemment. Donc, oui, en novembre, du coup, super nouvelle pour les personnes qui suivent la chaîne et qui sont en attente, j'en suis sûr. Ah oui. de ce rendez-vous. Tremble là, je vois ça, ce sevrage insupportable. Et donc sur l'autre partie du plateau, donc deuxième table, on retrouve notre chroniqueur Tom Servière. Salut Tom. Salut Yannick. Tom qui a un peu d'actualité puisqu'il a été désormais recruté à l'université dans le service qui gère le projet DEMOS. Tu peux nous en parler rapidement de ce nouvel avenir professionnel? Un nouvel avenir professionnel, oui, du coup, j'ai rejoint, plutôt présent, du coup. Ouais, j'ai rejoint le projet DEMOS, du coup, qui est un projet qui cherche à développer, à utiliser le numérique pour développer des nouveaux outils pédagogiques ou utiliser de nouveaux outils pédagogiques. Et du coup, j'ai été recruté sur ce projet en tant que scénariste, donc très content d'intégrer l'équipe de l'université, du coup, cette fois-ci à temps plein, donc c'est très très chouette. Merci. Donc à côté, ce sont nos deux invités du jour. On retrouve Louise Bossard et Barbara Sirven. Bonjour toutes les deux. Bonjour Yannick, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc Louise et Barbara sont là pour nous parler de leur recherche qui porte sur la psychologie, l'oncologie. Et donc ça se place dans le mois Octobre Rose qu'on vit en ce moment. Il y a un événement ce soir aussi. Donc on reviendra à ça tout à l'heure. On a hâte d'en savoir plus. Et bonjour Carton dans le chat. Je pense que Carton a dit bonjour quand il a vu Louise et Barbara apparaître à l'écran, puisqu'il me semble que c'est quelqu'un qui vous connaît. Très bien, je vous propose sans plus attendre qu'on passe à la première rubrique de cette émission, qui est la rubrique Unimactu. Alors, pour cette rubrique, j'avais quelques infos à vous donner sur ce qui se passe dans l'établissement actuellement. Bon, déjà, pour aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a fait la photo pour Octobre Rose à l'instant. Ce n'est pas celle que vous voyez à l'écran. Et il y a aussi l'atelier Répare ton vélo, auquel vous pouvez encore participer aujourd'hui. Il est dans la cour. Donc, ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'université, il y a eu pas mal de choses assez importantes. Donc, on trouvait ça quand même intéressant de vous en parler. Et donc en premier événement, puisque je ne suis pas complètement extérieur, la fête de la science qui a eu lieu pour nous du 10 au 16 octobre à l'université de Nîmes. Donc on a eu pas mal d'événements différents cette année. Les 11, 12 et 14 octobre, et là vous le voyez à l'écran, on a accueilli une trentaine de classes sur le site Vauban et sur le site des Carmes aussi pour l'organisation de 7 ateliers et des visites de labos. Donc là, on voit une classe qui est venue participer aux ateliers sur le site Vauban.
Ensuite, le 13 octobre, l'université, elle organisait en collaboration avec le lycée Lucie Aubrac de Sommières une journée spéciale Fête de la Science. Donc ça se déroulait dans les locaux du lycée et donc c'est environ 500 élèves qui ont participé à une dizaine d'ateliers qui avaient été organisés. Donc c'était vraiment un très bel événement pour nous. C'est vrai que Benoît, tu y étais également. On a passé une excellente journée. Tout le monde a bien apprécié cette initiative. J'en profite pour remercier tous les participants et nos partenaires sur cet événement. Et le dernier gros événement pour la Fête de la Science, c'était donc le Village des Sciences qui a lieu traditionnellement le dernier week-end. Et ce Village des Sciences, il était donc les 15 et 16 octobre sur le site des Carmes, comme habituellement. Donc là, c'est à peu près 15 ateliers qui se déroulaient sur le site des Carmes. On a accueilli pas loin de 1100 personnes sur le week-end du Village des Sciences aux Carmes. Et ça s'ajoute aux à peu près 1200 élèves qui avaient suivi nos ateliers. Donc pour nous, ça a été un grand et bel événement cette année. Et là, vous voyez la photo d'une visite de labo qui a été animée par Zora Benfoda cette année. Donc voilà pour la Fête de la Science très rapidement. Vous retrouvez plein d'actu un petit peu partout sur cet événement. Et donc deuxième gros événement qui a eu lieu récemment, donc c'était samedi dernier, le 22, la cérémonie des diplômés. Donc pour cet événement annuel, donc qui se répète chaque année depuis maintenant quelques années. On a eu plus de 500 diplômés qui sont venus récupérer leur diplôme dans l'amphi A5, le tout nouvel amphi A5 que vous voyez là sur les photos. Ils ont pu profiter aussi des animations. Il y avait un photo boost, un arbre à souvenirs, un coin à selfie avec des accessoires, une animation musicale qui a été assurée par l'Asso Musique et il y avait même un petit pot auquel tout le monde a pu participer. Donc c'était une très grande journée puisque ça a commencé un peu avant 9h du matin pour se finir à 17h30 pour les dernières remises. Donc à noter que pour nous, ce sont bien sûr les masters qui ont reçu leur diplôme, mais aussi toutes les licences et licences pro qui participent à la cérémonie des diplômés. Et c'est à peu près 1300 personnes qui sont venues dans le site Vauban pour participer à cet événement. Donc félicitations à toute l'organisation et félicitations à nos diplômés également. Et donc dernier petit événement, mais pas des moindres, qui se déroule, c'est ce soir. Ce soir, on a donc un ciné-débat dont on va parler dans quelques instants, puisque c'est sur la thématique du cancer du sein, dans le cadre du mois Octobre Rose. Et donc ça va faire l'objet de la prochaine rubrique, puisqu'on va parler avec nos deux psycho-oncologues de cet événement-là. Et donc la rubrique, c'est l'interview présidentielle. Merci Yannick, merci Barbara, merci Louise de votre présence sur ce talk. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je me sens un peu inquiète, mais la première question, tout de suite, puisque Yannick vous a présenté comme des psycho-oncologues. Alors moi, je connaissais bien la psychologie sociale, environnementale, la psychologie clinique, du développement, etc. Psycho-oncologie, alors on le perçoit un petit peu dans la terminologie, mais donc il y a donc une psychologie spécialisée dans les personnes atteintes du cancer. Oui, exactement. Donc, ça reste de la psychologie clinique, voire de la psychologie clinique de la santé. Et donc, en fait, c'est qu'on se concentre sur la population des patients qui ont un cancer et on essaye de comprendre ce qui se joue d'un point de vue psychologique du fait d'avoir ce diagnostic, du fait des traitements, parce que c'est une maladie qui se chronicise et on peut même maintenant considérer que c'est une maladie chronique puisque du coup on peut vivre longtemps avec un cancer. Donc d'un point de vue psychologique, il y a toutes les questions de l'ajustement. Vous avez peut-être entendu parler de résilience. Voilà. Donc on essaye de comprendre un peu comment ça se passe pour ces gens-là dans un but après de réfléchir à des prises en charge. Ouais. Donc alors deux questions du coup. Si je comprends bien, donc votre façon d'appréhender le patient est différente pour quelqu'un qui est atteint du cancer que quelqu'un qui sera atteint de psychose ou en tout cas de problèmes psychologiques. Et après, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez la même approche entre une personne qui est atteinte d'un cancer du sein pour le coup ou un homme par exemple qui aurait un cancer de la prostate? Oui. Bon, je fais un premier élément de réponse et puis après si tu veux tu prendras la suite. Là, peut-être, je vais répondre à la deuxième question je dis d'avance que c'est peut-être que mon avis, mais moi je pars du principe que tous les cancers n'entraînent pas le même vécu.
Par exemple, avoir un cancer du sein, ça n'entraîne pas le même vécu qu'avoir un cancer des poumons, parce que quand on a un cancer du sein, par exemple, on peut subir une opération et donc l'image du corps, elle va être atteinte, ce qu'on ne travaille pas, par exemple, avec un patient qui a un cancer du poumon. Le cancer du poumon, ça va être plus travailler peut-être sur la stigmatisation, parce que du coup, c'est ta faute si tu as un cancer du poumon, parce que tu as fumé. Voilà. En fait, on travaille différemment selon le type de cancer. Et après, pour la première question, c'était est-ce qu'on a une approche différente du fait que ce sont des patients atteints de cancer, c'est ça? Alors, je pense que oui, et que c'est pour ça qu'en fait, il y a eu une discipline qui s'est créée, qui est la psycho-oncologie, parce que par exemple, il n'y a pas la psycho-néphrologie, c'est un clin d'œil à une collègue qui est sur les maladies rénales, mais à titre d'exemple, moi, je travaille spécifiquement sur la fatigue associée au cancer, et en fait, ce qu'on montre, c'est que la fatigue associée au cancer, elle est tout à fait différente de la fatigue qu'on rencontre dans la population générale. C'est-à-dire que si nous, on est fatigué, on se repose, ou alors on sait l'expliquer par les activités qu'on a eues juste avant. Alors que dans le cancer, ce n'est pas forcément proportionnel aux activités qu'on a, et malgré le repos, on ne se sent pas mieux. Donc il y a une réelle problématique, c'est vraiment des processus différents dans cette population-là, et voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant. Barbara, si tu veux dire d'autres choses. Oui, mais je vais reprendre exactement ce que tu viens de dire, Louise. Du coup, effectivement, en fait, on a le vécu du coup, des patients ou des patientes qui sont différents, du coup, effectivement, selon le type de cancer. Puis après, du coup, moi, ce qui me concerne personnellement, du coup, je suis doctorante, donc je suis toujours en train de faire ma thèse, du coup, qui s'intéresse justement à l'ajustement de patientes, mais qui sont atteintes d'un cancer de l'ovaire. Donc, je m'intéresse à la régulation émotionnelle, plus précisément. Puis, du coup, quand on aura les résultats, je pourrai vous raconter, du coup, quels sont leurs vécus plus précisément. Merci. Est-ce que, du coup, pour être dans cette spécialité, psycho-oncologie, donc j'ai bien compris que vous avez suivi, donc je pense que Barbara, c'est le cas des études de psychologie, plutôt clinique. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir une spécialisation en oncologie? Est-ce que vous avez besoin d'associer à votre filière classique des modules, des BU, je ne sais pas quoi, qui vous forment un petit peu à l'oncologie? Je pense que c'est un plus, mais c'est pas du tout une obligation. Moi, dans mon cas, je n'ai pas suivi de formation en plus. En fait, en première année de thèse, j'ai été confrontée au terrain à des patients atteints de cancer. Et après, bien sûr, ça demande aussi de se former un peu seul, parce que quand on assiste à des réunions avec des oncologues qui parlent de protocoles, de chimiothérapie, il faut suivre un petit peu, en fait. Rien qu'aussi au niveau anatomique, de quelle partie du corps on parle. Donc, je dirais qu'on se forme sur le terrain. Après, c'est vrai qu'il y a des DU qui existent. Je crois qu'il y a des DU de psycho-oncologie. Voilà, il y a des choses pour se spécialiser, hein, ça c'est certain. Oui, mais exactement pareil, parce que du coup, pour le coup, j'ai aussi un master du coup, de psychologie clinique et de psychopathologie. Et c'est du coup quand je suis arrivée en thèse que j'ai été confrontée du coup à cette population-là. Est-ce qu'il y a bon, peut-être là, je vais peut-être un petit peu loin dans la formation, parce que j'essaie de réfléchir par rapport à ce qui se passe chez les médecins, chez les pharmaciens, où ils ont un internat, et ils se spécialisent. Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion comme ça qui est en train de mettre, ou qui existe peut-être, je suis ignorant sur le domaine, en psychologie? Est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce d'internat, je dirais, qui vous permettrait de vous spécialiser sur Alors, vraiment, la psycho-oncologie, je pense que si les étudiants y sont intéressés, on les oriente vers un master qui sera psychologie de la santé, qui est donc une discipline qui ne fait pas partie des 4 disciplines de la psycho, voilà, qu'on connaît assez bien. Après, maintenant, à Nîmes, ça y est, c'est enseigné au niveau des licences, donc ça, c'est très bien. Et il y a des masters spécialisés en psychologie de la santé, où en fait, on va sensibiliser les étudiants à la prise en charge des maladies chroniques ou comme ça longues. Donc, je dirais que ça, déjà, ça peut être suffisant. Après, sur l'idée d'un internat, je pense que ça fait beaucoup débat, parce que ça fait de nombreuses années qu'on questionne est-ce que 5 ans en psycho, ça suffit? Parce que, par exemple, outre-Atlantique, ils sont à 8 ans. Ils font un doctorat pour le titre de psychologue. Donc, je sais que c'est en discussion. Ce serait l'idée, en fait, de mettre en place, pas vraiment un internat, mais disons 3 ans en plus de suivi de carrière, en fait. Parce que c'est vrai que les lâcher comme ça dans la nature après 5 ans... je sais que ça a toujours été en discussion. Pour l'instant, c'est pas. Oui, parce qu'il faut rappeler que le titre de psychologue est obtenu à l'issue d'un master 2. Après donc 5 ans. Oui, c'est ça. Après 5 ans d'études et la validation de 500 heures de stage. Ça aussi, c'est obligatoire pour valider le titre. Barbara, une question. Donc, vous êtes un doctorat. Quelle année?
En troisième année. Troisième année, Oui, donc vous terminez. Vous avez choisi votre sujet de thèse vous avez un sujet en psycho-oncologie par choix ou parce qu'il y avait une opportunité que vous dites tiens pourquoi pas, ou déjà à la fin de votre master vous étiez axé sur cette spécialité? Oui, alors ça a été par choix effectivement parce qu'en fait on a répondu à un appel à projet qui était libre, du coup qui était proposé par la Ligue contre le cancer. Donc on a commencé à préparer le projet à l'époque où j'étais en master 2. Donc c'est vrai que ça a été fait en amont. Il se trouve qu'en fait, au niveau, on a des mémoires en fait à réaliser du coup quand on est en master. Donc j'avais fait mon mémoire de première année à l'époque sur la régulation émotionnelle, sur ce qu'on appelle la dynamique affective, que j'ai continué en tout cas en master 2. Et après du coup on a co-construit comme ça le projet du coup avec Sarah Levigro et du coup Louise Bossard, justement pour faire de la régulation émotionnelle, mais auprès du coup d'une autre population et donc de femmes qui sont atteintes d'un cancer de l'ovaire. Et vous allez terminer en 3 ans? C'est la question tout le temps qu'on pose à un doctorant, en fait. Est-ce que c'est vraiment la question à poser, du coup En live, comme ça. Une question qui fâche, mais ça, c'est normal. On espère, après, on verra. Non, ma question derrière, c'est sur des sujets un peu délicats, je trouve, de ce type-là. Est-ce que 3 ans de doctorat, c'est suffisant? Justement, en fait, moi, j'essaye de rassurer énormément Barbara là-dessus, parce que moi, je sais ce que c'est que d'inclure des populations de malades, et en fait, ça prend énormément de temps, et donc... les thèses longitudinales, disons, c'est pas du tout les mêmes que les thèses avec une étude par an. Et là, on a effectivement des difficultés d'inclusion avec Barbara au niveau des patientes. C'est une question qui se pose sur un certain nombre de sujets de thèse, quel que soit le domaine. Dans mon domaine, quand on fait des suivis aussi environnementaux sur le long terme, 3 ans, ça peut paraître parfois juste. Dernière question sur ce sujet, après peut-être on vous questionnera un petit peu sur la soirée, mais cancer du sein, ça m'évoque 2 choses en fait. Une fois que la femme est diagnostiquée, et donc il peut y avoir, vous avez dit, il peut y avoir une chirurgie, etc. Mais on voit aussi, ou on lit aussi des approches préventives, où certaines femmes qui vont se faire... enlever un sein en prévision parce que... Est-ce que ça, vous prenez en charge également, ou est-ce que vous, le psycho-oncologue, il prend en charge uniquement la partie d'une personne qui est atteinte? Alors, quand on travaille en psycho-oncologie, on peut être sur 3 domaines. Prévention primaire, donc par exemple limiter les comportements à risque et santé, prévention secondaire, donc c'est tout ce qui est dépistage, donc par exemple Octobre Rose, c'est du secondaire, et moi personnellement je suis plus en tertiaire, c'est-à-dire prendre en charge les gens qui sont déjà malades, mais je suppose que dans une démarche donc de se faire opérer parce que pour des raisons génétiques on a un risque plus élevé de cancer. En fait on est pris en charge par une cellule d'oncogénétique, je crois que ça s'appelle, et dans ce cadre-là on peut avoir un suivi psychologique si demandé complètement, parce que ça change l'image du corps, il y a quand même des choses à discuter, donc je pense que les patients peuvent le demander tout à fait, mais moi c'est pas mathématique. Si bien, du coup je vais enchaîner Yannick. Stop, déjà, une part, vous remercier toutes les deux de faire vivre aussi l'établissement au travers d'événements. Et là, aujourd'hui, il y a cette conférence qui va être précédée du film Traversée de Sarah. Voilà, donc, qui est un film, alors je vais vous laisser en parler. Donc, déjà, je comprends bien que c'est une thématique forcément qui vous touche, mais comment vous avez eu l'idée du coup de ce ciné-débat dans l'établissement, et surtout, et après ma deuxième question, c'est la traversée de Sarah, c'est un parcours de Sarah qui est atteinte, etc. Et est-ce que c'est une relation personnelle avec la dénommée Sarah, comment vous êtes arrivé à l'idée de faire ça, et puis ensuite comment ça s'est concrétisé? Oui, alors premièrement, moi, je ne suis pas spécialisée en cancer du sein, a priori. Moi, je suis sur un autre type de cancer, mais donc, tout ce qui est démarche de prévention, Octobre Rose, Mars Bleu, Septembre Turquoise, pour le cancer de l'ovaire, tout ça, on est quand même assez au courant. Et c'est des campagnes qui marchent quand même assez bien. Et donc, pour ce film-là, en fait, je ne connais pas la protagoniste et patiente du film, mais je connais la réalisatrice.
qui est une amie de Montpellier, et qui en fait a réalisé ce film avec cœur et qui n'a pas réussi à très bien le diffuser. Et donc on en discutait ensemble et je lui disais mais moi je pense que je peux avoir des opportunités à l'université. En plus ça fait écho aux enseignements qu'on donne. Je pense que si on profite entre guillemets d'Octobre Rose, on peut avoir un public quand même assez intéressant. Et donc elle a trouvé cette idée super et elle m'a donné les droits pour diffuser son film. Voilà, c'était la super opportunité pour faire vivre aussi l'établissement, le nouvel auditorium. Et puis voilà, j'espère, en fait, je suis un peu stressée de comment ça va se passer ce soir, mais j'espère qu'il y aura quand même pas mal de monde et surtout des gens intéressés derrière pour discuter. En fait, le fait qu'il y ait la protagoniste du film, j'ai espoir que les étudiants quand même aient beaucoup de questions à lui poser. Parce que bon, assister au film, c'est une leçon de vie. Bon, de manière générale, quand on travaille avec les personnes atteintes de cancer, c'est une leçon de vie. Et c'est même une chance, hein, parce qu'en général, on dit qu'il faut qu'il nous arrive quelque chose de grave pour se réveiller. Mais bon, là, en fait, voir un film comme ça ou être auprès de patients atteints de cancer, ça suffit. Donc elle sera là, donc j'espère que ça va soulever les échanges. Et il y aura aussi une cadre de santé du CHU de Nîmes et une patiente partenaire. Ça, c'est un peu nouveau, mais donc c'est des patients qui peuvent après suivre une formation pour être intégrés aux discussions de recherche et au parcours de soins. Donc voilà, elle sera là aussi ce soir. J'espère que ce sera riche d'échanges. Donc là, on passe un appel au travers de la chaîne. Ça a été pas mal relayé et bien relayé sur nos réseaux sociaux. Il y a vraiment un appel à tous les étudiants et autres au niveau de la cité, de venir, ne pas hésiter à franchir la côte de Vauban pour venir voir ce film et surtout venir écouter. Au-delà du film, je suis d'accord avec toi, c'est les débats qui s'ensuivent, les discussions et le témoignage en direct aussi de personnes qui sont dans ce cas-là. Je suppose que ça va être ça aussi qui est... Oui, c'est ça. Le fait que, je trouve que la protagoniste du film soit là, c'est génial. Il y a aussi son conjoint qui sera là et qui a accepté de témoigner parce qu'on a beaucoup... j'ai une collègue, par exemple, qui travaille sur l'approche en couple, en fait, dans le vécu de la maladie. On appelle ça la paire aidance aussi, ou le proche aidant. On entend de plus en plus parler en santé, donc il sera là pour témoigner. Donc je trouve ça super. J'aurais aussi une personne de mon entourage professionnel qui m'a dit qu'elle assisterait au débat, et elle est radiologue mais aussi hypnothérapeute. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'avoir des échanges riches, mais on verra la dynamique ce soir. Barbara, dernière question. Vous êtes... moi, je suis toujours frappé pour travailler dans des domaines de ce type-là, avec des patients malades, forcément... Le niveau de maturité qu'on doit avoir, me semble-t-il, ou en tout cas de sensibilité, je ne sais pas comment dire, mais enfin, voilà, il faut quand même être capable d'absorber un certain nombre de choses, en fait, quand on discute avec des malades. Comment vous appréhendez? Est-ce que vous appréhendez ce type de relation avec appréhension, comment... Quand on est jeune comme vous, pas sans vouloir dire que nous on soit beaucoup plus vieux, mais vous êtes quand même un peu plus jeune que nous, comment on fait pour appréhender ce domaine qui n'est pas forcément bien? Moi, je sais que je préférais aller prélever de l'eau dans une rivière que d'être au contact de personnes malades qui sont dans la souffrance, etc. C'est une question qui est assez compliquée, parce que pour le coup, là, j'ai pas de réponse toute faite vraiment à apporter. Mais après, je dirais juste que... personnellement, c'est vraiment un domaine qui me passionne. Et du coup, quand on est passionné, on apprend des choses peut-être différemment, je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Je ne sais pas si Louise... Si je peux compléter, c'est vrai que aussi, elle a suivi des études de psychologie. On peut aussi se lancer, on peut penser qu'on se lance dans la psychologie parce qu'on a une certaine passion ou un attrait pour des problématiques liées aux personnes déjà et à leur mieux-être. Après, aller jusqu'au master en plus en psychologie clinique, il y a quand même, je pense qu'on les forme aussi à ça, les étudiants. Après, l'oncologie, c'est une thématique très particulière. Par exemple, je sais que les médecins qui se forment à l'oncologie ont dit que c'est la discipline la plus difficile parce qu'il faut accepter qu'on ne guérit pas ou pas bien. Mais pour nous, psychologues, je pense que l'approche est différente parce qu'on a pour ambition le mieux-être, en fait. Donc, si on est animé par ça, voilà, je pense qu'après, chacun dans notre discipline, on a un but dans notre métier. Là, le but est louable. Et en tant qu'encadrant, pour le coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, au-delà de tout ce qui est disciplinaire, méthodologique, etc., est-ce qu'il y a aussi un apport complémentaire
Ah, mais il y a le soutien. Le soutien par rapport à la thèse, on va dire. Mais après... Non, mais même le soutien émotionnel. Non, mais ouais, ça. dans le sens où, en fait, c'est une codirection. Donc, à la base, Barbara vient plutôt de psychologie clinique avec une approche différentielle de cette dynamique affective dans la population générale. Et donc, moi, j'ai été prise, entre guillemets, comme codirectrice pour ma spécialité en oncologie. Et donc, je pense que je guide Barbara plutôt sur ces aspects de santé. Voilà, je la rassure sur le fait que c'est normal que les inclusions soient lentes parce que je sais ce que c'est. Donc voilà. Après, elle dira mieux que moi ce que je fais ou ce que je fais pas bien. On va pas faire bon, je confirme. Alors, je l'ai déjà passé. C'est bon. Non, en tout cas, un grand merci. Déjà, félicitations et bravo pour le travail que vous faites. Moi, je suis toujours impressionné par ces travaux-là, et surtout quand on est auprès de telles populations. Un grand merci encore une fois pour l'organisation de ce ciné-débat. Encore une fois, j'appelle tout le monde, le maximum de personnes à aller. Il faut aussi soutenir les collègues qui organisent ce type d'événement. Non pas parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en plus on est Octobre Rose, mais aussi ça permet de faire vivre l'établissement. Et donc voilà, un grand merci. Et merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci à l'université de nous permettre de faire ça, surtout. Yannick? Oui, mais merci beaucoup. Juste pour rappel, peut-être ce soir, c'est 17h45 le début de la projection. Oui. Donc c'est ouvert à tous, interne et externe à l'université. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Il y a une petite question dans le chat de Nico Unim, qui est quelqu'un de très mystérieux, mais tu le connais bien, Barbara. C'est ça. Qui nous dit: que pensent les intervenantes du suivi psychologique proposé dans la santé aujourd'hui? Donc peut-être une approche un peu plus large entre ce qui se passe en recherche et la réalité des soins. Est-ce que quelles sont peut-être des petites idées là-dessus? Et une petite précision, et félicitations Barbara, courage. Merci. Alors c'est difficile de répondre parce que moi j'ai plus de pied en fait dans les services de soins en oncologie, et puis je trouve que c'est une question qui peut vite déborder politiquement, mais je pense que il y a une volonté politique en tout cas de mettre ce qu'on appelle les soins de support, donc la prise en charge des patients pendant les traitements en avant. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie décennale de l'Institut national du cancer, etc. Donc c'est une priorité de prendre en charge les patients, d'améliorer la qualité de vie, etc. Donc a priori, si c'est une priorité, c'est que du coup les services et institutions doivent mettre en place ces choses. D'ailleurs, dans les hôpitaux, il y a des services entiers dédiés aux soins de support, dans lesquels on fait de l'activité physique adaptée, le suivi psychologique, de la nutrition, tout ce qui permet d'améliorer le suivi du patient. Donc je pense qu'effectivement les choses changent. Le fait que ce soit inscrit comme ça politiquement dans des stratégies, c'est que on est obligé derrière, en tant que professionnel, de rendre des comptes aussi sur ce sujet-là. Après, voilà, il y a ce qui se décide et ce qui bouge lentement sur le terrain. Donc ça peut être un peu frustrant quand on a beaucoup d'ambition et qu'on voit que ça bouge lentement. Voilà, c'est juste ça qui est délicat. Et aussi, j'encourage les institutions, là je passe un petit message, à disons, notamment en oncologie, à couvrir tous les ancrages théoriques, en fait. Dans certains centres, ils vont recruter des psychologues qui ont tous la même orientation théorique, et ça peut être problématique. Moi, j'encourage vraiment toutes les orientations possibles, parce qu'une orientation ne peut ne pas convenir à certains patients, et donc comme ça, il a l'embarras du choix, entre guillemets. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Carton le soulève aussi, nous dit merci pour ces super explications. Donc oui, non, mais c'est très très clair, ça fait du bien de replacer aussi ces sujets au centre du débat. C'est pas suffisant de le faire que pendant le mois d'octobre, mais c'est déjà un début. On fera Mars bleu. C'est ça, on le fera aussi, il n'y a aucun problème. Et septembre turquoise. Donc merci d'avoir été avec nous. Donc on répète, rendez-vous ce soir pour le ciné-débat à partir de 17h45. Si vous êtes un peu en retard, c'est pas très grave, venez quand même. Donc il y a de la place dans notre superbe auditorium. Donc n'hésitez pas à venir. On va vous libérer. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on va poursuivre avec la suite de nos réjouissances, et pas des moindres, puisque c'est l'heure de faire l'info du SUP par Nicolas Leroy.
Alors l'info du SUP, en ce début d'année, bon, on a fait le mois de la rentrée sur le mois de septembre, donc on arrive maintenant à la moitié du semestre et on arrive à un moment où il me paraissait assez intéressant d'aborder deux questions. D'une part, pour les nouveaux arrivants, les gens, enfin les étudiants qui sont arrivés en première année, après 2 mois à peu près d'enseignement, il peut y avoir des questions qui se posent sur l'orientation qu'ils avaient choisie. Donc il faut savoir qu'une réorientation est possible, elle se fait à la fin du semestre, et donc on a une campagne de réorientation qui va s'ouvrir, alors pas tout de suite, dans un mois, à partir du 21 novembre et qui dure jusqu'au début des vacances de Noël, donc jusqu'au 16 décembre. Cette campagne de réorientation donc, qui concerne les premières années, qui souhaitent donc changer de formation, elle passe par le service BA2IP, donc le bureau d'aide à l'insertion et l'information professionnelle, dont les locaux se trouvent sur le site Vauban, accessible depuis la cour centrale du site Vauban. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher du BA2IP. Il faut savoir également, et vous pouvez le noter, qu'il y a une réunion dédiée justement à ces questions de réorientation qui aura lieu ce vendredi, donc je ne sais plus quel jour nous sommes. Voilà, merci Yannick. Donc le vendredi 28 octobre à 10h en salle D017, là aussi rez-de-chaussée du bâtiment D, donc du site Vauban, pour répondre à toutes les questions autour de la réorientation. Mais il faut savoir que pour ceux qui ne pourraient pas venir ou qui auraient connaissance de la réunion trop tard, etc., vous pouvez à n'importe quel moment vous rapprocher du BA2IP. Ils sont là pour vous accueillir, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, ils sont très accessibles et très sympathiques. Et puis justement, puisqu'on parle du BA2IP, je rajoute un deuxième élément. Ça concerne aussi pas mal d'étudiants et pas seulement cette fois-ci les premières années. C'est la question des stages. Vous le savez sans doute, on le dit en début d'année, mais je le répète, l'Université Nîmes a une politique de stage qui est très dynamique, on va dire, très active, qui permet en fait à tout étudiant de faire un stage. Alors, il y a plusieurs niveaux de stage. Il y a les stages obligatoires qu'on va retrouver en master, en 3e année de licence générale et en licence professionnelle, bien sûr. Mais vous avez également des stages qui sont facultatifs, soit parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre des UE transversales, donc en 1re et 2e année, soit un stage qui va vous permettre de préciser une orientation, de préparer une réorientation justement, ou de consolider votre parcours. Ça va concerner notamment des étudiants qui seraient en redoublement, mais pas que, des étudiants qui veulent consolider leur dossier dans la perspective notamment de la sélection en master. Donc vous avez le droit de faire des stages et vous avez en fait le droit de faire autant de stages que vous voulez. La seule limite que l'on impose, c'est le fait qu'en principe, le stage ne doit pas se dérouler sur les périodes de fermeture de l'université. Alors, les périodes de fermeture de l'université, elles sont assez limitées. C'est 2 semaines aux vacances de Noël et c'est 1 mois entre la fin juillet et la fin août. Donc, en dehors de ces 2 périodes, il est tout à fait possible de faire des stages. Alors, ça peut être pendant les périodes de cours. Alors, attention, simplement, on ne va pas vous autoriser à être absent en cours. Donc, c'est à vous de vous débrouiller avec votre employeur pour que ça puisse coïncider avec votre emploi du temps. Mais évidemment, ça va être pendant les périodes de vacances. J'appuie bien sûr, puisqu'on a une période de vacances qui commence vendredi. Alors, si vous voulez faire un stage à partir de lundi, il va falloir vous y prendre très vite maintenant, puisqu'il faut impérativement avoir une convention de stage avant le début du stage. Ça, c'est impératif. On ne fait pas de stage sans convention de stage. Donc là aussi, rapprochez-vous du BA2IP. N'hésitez pas à regarder sur le site internet de l'université où il y a un descriptif des différents types de stages qui existent avec les procédures à suivre. Et vous pouvez également vous rapprocher bien sûr de vos enseignants référents qui peuvent vous donner des informations complémentaires. Attention aussi au fait que le stage, ce n'est pas un emploi déguisé, donc un stage parce que vous avez travaillé dans une grande marque de fast-food par exemple, c'est pas un stage, à moins que vous soyez vraiment dans l'organisation générale de l'entreprise. Voilà, si c'est simplement pour distribuer des burgers, ce n'est pas un stage. Voilà, donc n'hésitez pas, le BA2IP est là aussi, il sert de service des stages, il est là aussi pour vous accompagner et pour vous donner d'ailleurs des adresses d'entreprises qui ont pris des stagiaires et prennent régulièrement des stagiaires.
Oui, alors on a Nico Unim qui pose une question en changeant de casquette, puisque c'est un doctorant de chez nous, et désolé Nico, mais ton identité commence à se révéler petit à petit au fur et à mesure de tes questions. Côté recruteur de stage, puisque c'est un doctorant qui est en CIFRE, du coup il travaille pour une boîte privée. Pourquoi ne pas autoriser les stages après le 15 juillet s'ils ne sont pas rémunérés, sachant qu'il s'agit généralement des périodes de dispo des étudiants? En fait, pourquoi tout simplement? Alors, c'est une question de suivi des stagiaires essentiellement par le service. Donc, le service BA2IP est absent pendant la période de vacances. Donc, si jamais il y a le moins de soucis, un problème du stagiaire dans le cadre du stage, un accident ou je ne sais quoi, on n'a pas de suivi. Donc, du coup, le principe, c'est pas de stage, mais après, c'est quelque chose qui peut se discuter au cas par cas. Notamment si on a un tuteur qui s'engage par exemple à rester disponible pendant la période du stage, pendant les vacances. C'est pas forcément évident parce que les gens prennent leurs vacances généralement au mois d'août, mais voilà, c'est pas totalement exclu. Il est arrivé qu'on autorise des stages, mais voilà, c'est vraiment du cas par cas à discuter avec le BA2IP, quoi. Il me semble que c'est surtout pour les questions d'accident du travail où l'université a, en tant qu'organisme d'accueil pour les études, des obligations à remplir aussi, et les déclarations d'accident du travail, ça se fait, on n'a que quelques jours pour les faire. Donc en fait, si on est fermé et qu'il y a un accident du travail, nous, on ne peut pas faire la déclaration. Et du coup, Nico précise, ces stages en dehors des périodes scolaires ne donnent pas lieu à valorisation pour les étudiants. Pourquoi? Alors, je l'ai dit, il y a plusieurs types de stages. Les stages obligatoires, bien sûr, ils sont notés. Les stages en UET qui peuvent avoir lieu en dehors des périodes scolaires, puisque ça peut avoir lieu pendant les vacances de Toussaint ou les vacances de février ou je ne sais quoi, c'est noté également avec une évaluation à la fin. Pour les stages optionnels, on va dire, ça c'est la réglementation qui prévoit que ça ne s'intègre pas en fait dans le cadre des ECTS. Donc c'est intégré dans nos maquettes, mais sans crédit. Par contre, ça donne lieu quand même à une évaluation qui prend la forme d'un compte-rendu de stage. Et la valorisation, elle va se faire dans le cadre du supplément au diplôme. C'est-à-dire que l'étudiant va pouvoir indiquer dans son supplément au diplôme qu'il a fait un stage. Et puis surtout, la valorisation, en fait, moi je considère que le stage, c'est pas tant la valorisation scolaire, entre guillemets, universitaire qui compte. C'est la valorisation, elle va surtout se faire dans la construction du projet professionnel. Et ça va être surtout un plus sur un CV, dans la perspective d'une sélection pour l'entrée en master, dans la perspective d'une entrée sur le marché du travail. C'est des expériences, quoi qu'il en soit. Et plus on a d'expérience, plus on a de chances donc, de rentrer sur le marché du travail. Très bien, merci Nico. On te donnera donc le contact de Nicolas pour toute question supplémentaire. Non, mais merci pour les questions qui en fait sont assez représentatives des questions que se posent les étudiants aussi de manière assez récurrente. Donc ça permet d'apporter déjà un petit éclairage. Très bien, mais merci pour ces infos. Alors pendant cette rubrique, on a nos deux autres chroniqueurs qui nous ont rejoints. Donc on a Pierre Foissé et Paco Siscart qui nous ont rejoints. Donc salut Pierre. Salut Yannick, salut à tous. Donc tu nous rejoins de nouveau pour cette saison et pour ta rubrique L'Estudiante. Exactement, avec une année qui s'annonce palpitante et un premier sujet très intéressant vu qu'on va parler de la sobriété chez les étudiants. Très bien, merci. Et donc Paco, c'est la première de Paco aujourd'hui. Salut Paco. Bonjour. Ça va? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Ouais, t'as raison, t'es à côté de Tom, ça rassure pas. Ouais. Voilà. Non, mais ça va bien se passer. Donc, tu nous as préparé quelques sélections. Quelques œuvres autour d'Halloween, du coup. Donc, Paco, qui travaille à la bibliothèque universitaire, je n'ai pas précisé, depuis une période assez récente, et du coup, qui viendra de temps en temps se charger de la chronique culturelle de notre talk show. On est super content de t'avoir avec nous, en tout cas. Merci. Et du coup, on va passer à la rubrique L'Estudiantin. Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà deux mots qui ne vont pas ensemble. Étudiant et sobriété n'ont pas l'air de s'accorder. Et pourtant, s'il y a bien une catégorie de la population française, si ce n'est occidentale, voire mondiale, qui incarne ce souci de dérèglement climatique, de l'avenir écologique et donc parallèlement de l'économie d'énergie, c'est bien la jeunesse. Alors si vous attendiez à ce que je vous donne des tips pour éviter une cuite au GHB en pleine soirée étudiante au London Tavern, détrompez-vous, parce qu'à part vous conseiller de ne plus y mettre les pieds, je ne peux pas faire grand-chose. Alors jamais nous, étudiants et étudiantes, n'avions entendu le mot sobriété autant de fois en si peu de temps, c'est vrai. Le gouvernement l'a répété sans cesse tout le mois de septembre et d'octobre en nous rabâchant son plan de sobriété énergétique.
Donc au cours de cette rubrique, je vais essayer de vous apporter des gestes à adopter au quotidien, simples mais efficaces, qui réduiront drastiquement votre impact carbone, mais aussi la consommation énergétique de votre logement, en allant toutefois un peu plus loin que porter un col roulé ou n'envoyer pas de mail rigolo. Alors premièrement, l'industrie carnée, c'est une des industries dont l'impact carbone est le plus élevé. Elle est estimée à 1 kg de CO2 rejeté pour 100 g de viande produite à peine. Donc en plus d'être chère, la viande représente donc un impact carbone considérable. Le régime végétarien est donc à privilégier. En revanche, pour garder un équilibre alimentaire convenable, il est indispensable de remplacer cette viande par des légumes donc riches en protéines, comme les haricots rouges ou blancs, les choux de Bruxelles, les lentilles ou encore les épinards et bien d'autres. Pour aller plus loin, il faut aussi privilégier les aliments peu transformés et donc l'impact carbone n'en sera que plus réduit. Deuxièmement, le commerce local permet également de réduire les émissions de CO2. En achetant par exemple au mat des agriculteurs à Nîmes, vous aiderez non seulement les producteurs locaux, mais aussi arrêterez de financer les trajets en cargo et en avion qui sont intercontinentaux. Cependant, il faut être conscient que la production d'une tomate sous le soleil dans le sud de l'Italie et sous la serre du département du Nord-Pas-de-Calais n'est pas équivalente selon son empreinte carbone. Pour aller au bout de la démarche, il faudrait donc privilégier à la fois local et bio. Au niveau de la consommation d'eau, on prend exemple d'un bain de suite. Un bain nécessite entre 150 et 200 litres d'eau. Une douche sans couper l'eau, environ 60 litres. Et une douche courte, en coupant l'eau pendant qu'on se savonne, environ 20 litres. Durant la douche, l'eau froide gaspillée qui coule en attendant d'obtenir la température idéale peut être récupérée pour nourrir les plantes, par exemple. C'est ce que je fais et j'ai de très belles plantes à la maison. Et il est également préférable de consommer l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille plastique, puisque une bouteille en plastique d'1 litre a besoin de 2 à 3 litres d'eau rien que pour sa production, sans rajouter l'eau dedans. Donc en plus, comme la bouteille est un dérivé du pétrole, on réduit aussi son empreinte carbone. Et donc pour terminer, en bonus, je vais vous conseiller 2 applications qui vont vous aider à faire des économies et 2 modes de vie, pour avoir un mode de vie plus responsable et plus sobre. Donc 2 applications. La première, c'est Vinted, que vous connaissez déjà. Donc le principe, c'est simple, c'est essayer de vendre des affaires dont on ne se sert plus, c'est difficile. Ouais, c'est ça, je manque d'entraînement. Et donc vous achetez aussi des objets dont personne ne se sert, qui vont vous servir, et donc vous évitez de racheter des choses neuves. La deuxième est plus méconnue, qui s'appelle Too Good To Go, pour être gaspillée. Elle permet de récupérer les invendus alimentaires auprès des magasins partenaires. Donc repas ou pâtisserie, régime classique ou végétarien, vous trouverez votre bonheur à prix très réduit auprès de 100 magasins partenaires, ce qui se situe sur Nîmes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai regardé, il reste 5 repas à 4 € au lieu de 12 au siècle d'or si vous êtes amateur de nourriture asiatique. Donc ces applis peuvent donc vous être très utiles. Et je vais juste terminer par la question pour vous, Monsieur le Président. En plus des demandes d'efforts individuels de la part du gouvernement, est-ce que les universités seront-elles touchées par des coupures d'électricité ou des restrictions pour essayer de pallier à ces hausses de factures? Je prends exemple l'université de Montpellier qui a vu sa facture d'électricité augmenter de 11 millions d'euros cette année. Bonne question. Après, l'université de Nîmes est touchée comme toutes les autres universités. Ceci dit, alors je peux rassurer l'ensemble des étudiants, il n'y aura pas de coupure à l'université de Nîmes, ça c'est sûr. D'une part parce que déjà on est plus petit, on a moins de bâtiments. Nous on a 4 bâtiments, 4 sites là où Montpellier en a 50. Si on veut comparer par rapport à Strasbourg qui avait fait pas mal de bruit, l'université de Strasbourg qui avait dit qu'elle fermerait une semaine de plus, etc., etc. Je pense que le climat n'est pas le même à Strasbourg qu'à Nîmes aussi. Donc voilà, on a quand même un certain nombre d'éléments qui nous font penser que. Et puis ensuite, dernier point, et pas des moindres, c'est que nous avons anticipé un petit peu ces problématiques énergétiques, puisque ça fait à peu près 2 ans que nous sommes en travaux sur le site Vauban notamment, et on vient de changer l'ensemble des menuiseries. On a toutes les lumières maintenant sont à base de LED. Donc tout ça aussi, ça nous permet d'anticiper un petit peu les dérives, on dira, du coût de l'énergie, même si, bien évidemment, nous sommes également
impliqués. Deux choses par rapport à votre rubrique, dont merci en tout cas, c'est important pour les étudiants d'avoir ces petits conseils. Vous avez cité le MAS des agriculteurs, je citerai aussi les halles de Nîmes, pour lesquelles il y a pas mal aussi de producteurs locaux qu'il faut, et j'engage également, plutôt que de commander sur Amazon de la levure de boulanger, et plutôt aller voir le boulanger du coin. Et ensuite, pour les viandes, moi je ne suis pas forcément de cet avis, parce que j'aime bien la viande. Et puis par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'on privilégie les circuits courts. Et là, pareil, on a des producteurs locaux de viande qui, je ne dis pas que il n'y a pas une empreinte carbone, mais qui est largement inférieure à d'autres réseaux d'approvisionnement. En tout cas, un grand merci, parce que c'est vrai que dans ces temps un peu anxiogènes, où on nous parle de sobriété à tout va, c'est bien aussi de montrer qu'on peut quand même continuer à vivre et pas de façon trop étriquée. Bien, merci. Et donc Nico nous dit, dans le cadre de tes recommandations, il nous dit qu'il y a aussi Give, le site G2EV. C'est un site où c'est un peu comme Vinted, mais en fait c'est des dons. C'est pas payant. Bon. Merci beaucoup. C'est sûr que ça fait du bien de rappeler. Il y a pas mal de choses qui sont plus ou moins connues, mais c'est bien de les rappeler. C'est bien, ouais, comme tu le disais Benoît, d'avoir aussi un côté qui n'est pas forcément hyper anxiogène, ou dire c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais ça ne veut pas dire s'empêcher de vivre non plus. Donc merci beaucoup pour cette chronique très instructive. On va passer à la chronique suivante, et donc c'est Paco pour sa première qui va nous faire la chronique culte unime. Pour cette présentation d'œuvres liées aux thématiques d'Halloween, je vais commencer par des grands piliers de la littérature fantastique, que sont donc Frankenstein de Mary Shelley, qui est paru en 1818 et qui raconte cette histoire d'un scientifique qui essaye de créer un être vivant en assemblant des cadavres humains, et où se posent toutes des questions autour de la nature humaine, de la raison d'être de l'humain, du rapport à son créateur. On a aussi Dracula de Bram Stoker, qui est essentiel, qui date de 1897, qui fixe vraiment la figure du vampire jusqu'à nos jours, parce que les vampires existaient depuis toujours dans la littérature, mais ils ont été vraiment fixés par Bram Stoker avec toutes ces caractéristiques d'être damné, condamné à être loin de la lumière, loin de la civilisation, un être charmeur également. Donc tout ça, on le doit à Bram Stoker. Ensuite, nous avons le livre Je suis une légende, qui continue sur cette idée des vampires comme être damnés, etc. Sauf qu'on suit le point de vue d'un survivant, de l'unique survivant de l'humanité. Donc ça se passe dans les années 50. Et c'est un homme tout à fait ordinaire qui doit apprendre à survivre alors qu'il est entouré de personnes contaminées et prêtes à le contaminer également, et qui sont en train de rebâtir une société où il devient finalement la créature pour cette société. On a aussi le film avec Will Smith qui est très connu et qui a pourtant une histoire très très différente, puisqu'on n'a plus des vampires mais bien des ghouls, et on a une histoire qui n'a plus rien à voir, puisqu'on parle d'un militaire qui essaye de trouver un remède à ce virus-là. Donc c'est très différent, mais c'est très intéressant au niveau du traitement de ces thématiques-là. Sur les vampires, on a la série Buffy contre les vampires, donc qui est une série de Joss Whedon qui a commencé à apparaître en 1997, qui raconte l'histoire d'une lycéenne qui est une élue, qui a une force surnaturelle pour combattre les vampires et beaucoup de démons. Et c'est une série qui mêle les thématiques de la monstruosité des vampires à la thématique de l'adolescence et du fait d'être un jeune adulte, pour poser toutes ces questions de quête d'identité, de passage à l'âge adulte, les responsabilités qui en découlent. Et c'est également une série résolument féministe, ce qui est rafraîchissant pour ce genre d'œuvre où d'habitude on a beaucoup de héros masculins. On a aussi, avec le livre Philo-série Buffy, qui étudie et approfondit vraiment toutes ces thématiques et toute l'évolution que cette série a permis par rapport aux productions suivantes. Après, si vous vous intéressez à la psychologie, on a Le monde dans la vie psychique de l'enfant de Virginie Martin-Lavaux, qui
qui étudie la question du monstre. Donc pourquoi les enfants parlent de monstres, quelle est la fonction de ces créatures dans leur vie psychique au quotidien, est-ce que ça leur permet inconsciemment de régler des problèmes, etc. Et au fond, quelle est l'utilité, pourquoi on s'invente des monstres dès l'enfance. Pour un des aspects plutôt historiques, on a le livre La peur en Occident de Jean Delumeau, donc qui s'intéresse vraiment à propos de la peur du XIVe au XVIe siècle, principalement en Europe, où on voit l'omniprésence de la peur du passé, la peur des ténèbres, la peur également des agents de Satan, etc. Il fait également tout un dossier en essayant de comprendre qu'est-ce qui a mené à une grande répression de la sorcellerie. Toujours au niveau de la thématique historique de la peur, on a La bête du Gévaudan de Jean-Marc Morisseau, qui s'intéresse à cette histoire célèbre en 1764 d'une bergère qui est attaquée par une grande bête et qui ne doit sa survie qu'à ses bœufs qui étaient à ses côtés et qui chassent la créature. Cependant, la terreur s'est emparée des populations locales et les battues incessantes, malgré les battues incessantes des chasseurs royaux, etc., les victimes se sont accumulées. Donc, l'auteur revient sur toute cette histoire, essaye de démêler le vrai du faux, les mythes de la réalité, en comparant cette fiction au Dracula de Bram Stoker, mais c'est une histoire au final bien réelle. Et il s'intéresse au drame qui entoure tout ça. Pour sortir un peu de l'Occident, on a aussi des mangas d'horreur. Donc le manga Parasite d'Hitoshi Iwaki, qui raconte l'histoire l'humanité est envahie par des extraterrestres et un adolescent se fait contaminer par l'un d'entre eux, mais il arrive à bloquer cet extraterrestre dans son bras et s'ensuit toute une histoire de cohabitation alors que l'humanité peu à peu se fait contaminer par tous ces monstres qui prennent leur place. Donc c'est un thriller psychologique qui se rapproche beaucoup du body horror. Et enfin, si le traitement des monstres dans d'autres zones géographiques vous intéresse, vous avez aussi les yokai. Donc, ils sont ces monstres japonais proches de nos fantômes et de nos démons, mais avec chacun leur particularité et leur histoire. Et ça peut être une ouverture intéressante après toutes ces lectures quand même très basées sur l'Occident. Voilà, merci. Et du coup, tout ça, c'est disponible à l'ABU ? Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces recommandations, parce que oui, ce week-end, début de semaine prochaine, c'est Halloween. Donc on bascule dans l'horreur petit à petit dans cette émission. Merci beaucoup pour ces recommandations. Donc effectivement, on retrouve tout ça à l'ABU. Donc ça permet aussi de venir y faire un petit tour et de découvrir plein de choses, parce que il y a effectivement tous les ouvrages revus en lien avec les études, mais l'ABU travaille aussi très fort pour diversifier son offre sur des activités un peu plus loisirs, quoi. Donc merci Paco pour tous ces éléments. Et donc on en arrive à la dernière rubrique de cette émission, assurée par notre cher Tom. Et donc c'est le moment de l'instant geek. Alors oui, du coup, merci Yannick. Écoutez, on est rentré dans l'horreur, on va y rester. À la base, j'avais prévu de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur Twitch depuis la dernière émission, mais je pense que les derniers exploits de Twitch, notamment l'énorme somme récoltée aux The Event ou le nombre de spectateurs records durant le GP Explorer, ont dépassé les frontières d'Internet. Vous en avez peut-être entendu parler. Pour revenir très rapidement, un événement caritatif qui a récolté plus de 10 millions d'euros pour des associations qui luttent pour la biodiversité et contre le changement climatique, et une course de Formule 4 sur Twitch qui a réuni plus d'1 million de téléspectateurs en direct. Donc voilà pour ces deux événements. Aujourd'hui, je me suis dit, effectivement, c'est bientôt Halloween, donc je vais vous parler de l'horreur sur Internet. C'est vrai que Internet, on le voit plus souvent par rapport au divertissement, par rapport à la comédie, l'humour, un peu la vulgarisation, mais il y a une vraie culture horrifique sur Internet qui existe et qui continue de se développer et dont on parle relativement peu souvent. L'une des bases de l'horreur sur Internet, c'est la rumeur. Comme dans la vraie vie, voilà, la rumeur, les informations
les informations un peu étranges, les monstres, est-ce qu'ils n'existent pas, on ne sait pas trop. Ce genre de bavardage, c'est des choses qui ont beaucoup fonctionné sur Internet, notamment à travers les forums, parmi lesquels se sont développées une pratique, on va dire, qu'on a appelée la creepypasta. Alors creepypasta, c'est une contraction de creepy, donc qui veut dire inquiétant, flippant en anglais, et qui est mélangé avec le mot copypasta, copier-coller, puisqu'un copypasta, c'est un message que l'on copie-colle sur des forums. Donc les creepypastas, ce sont des légendes urbaines nées sur Internet, qui ont grandi sur Internet et qui se sont développées sur Internet. Alors si vous voulez vous faire des petites frayeurs pour Halloween, vous pouvez aller regarder ces vieux posts de forums qui commencent à dater. Maintenant, les premières creepypastas sont apparues il y a plus de 10 ans. Ces vieux posts de personnes qui partagent des photos modifiées de créatures mystérieuses qui n'ont pas de visage, qui ont des longs bras et qui enlèvent des enfants depuis la nuit des temps, ou de ces cartouches de jeux vidéo hantés, parce qu'évidemment on reste dans la culture Internet, on a un lien avec la culture geek, ces cartouches de jeux vidéo hantés dans lesquelles une statue inquiétante de Link de Zelda vous suivra jusqu'à ce que vous mouriez dans la vraie vie. Alors attention. Pour parler des creepypastas, j'ai voulu vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Marble Hornets. Marble Hornets, c'est une chaîne YouTube en fait qui s'est développée. Alors les vidéos datent il y a 8 ou 9 ans, si je ne me trompe pas, qui s'est développée autour de la figure du Slenderman, qui est, je pense, le monstre d'Internet qui a le plus été connu à travers des jeux vidéo et même une adaptation en film récemment. Un film qui n'est pas très bon, que je ne vous recommande pas personnellement. Mais on a cette série Marble Hornets, qui est une série très intéressante sur des gens qui mènent l'enquête sur le Slenderman. Donc évidemment, c'est de la fiction, des petites fictions, des petites capsules vidéo qui durent jusqu'à 10 minutes et dans lesquelles vous pouvez voir les méfaits de cette mystérieuse créature. Alors évidemment, c'est une chaîne qui a un aspect horrifique important. Donc attention, si jamais vous êtes sensible à l'horreur, au jumpscare, à ce genre de choses, évidemment, je vous conseille d'éviter. Mais si vous cherchez une ambiance un petit peu Halloween, un petit peu inquiétante, ça peut être très sympathique. Sur Internet, on a aussi beaucoup de créateurs, et les créateurs ne font pas que de la fiction heureuse, ils font du drame, ils font de toutes sortes de choses, et ils font de l'horreur. Merci. Ça, c'est la vision d'horreur. Ouais. Alors, vous n'avez pas vu à l'écran, on a une mascotte de crocodile qui vient de rentrer dans la pièce. Oui. On a du coup des courts-métrages d'horreur qui existent sur Internet. Alors aujourd'hui, on sait que certains créateurs connus dans le monde de l'horreur ont commencé sur Internet. On peut penser notamment au réalisateur des films Conjuring, qui a commencé par faire des courts-métrages sur Internet. Moi, je voulais vous en recommander 3 que je trouve très sympathiques, chacun dans des styles différents. Alors le premier, c'est Love Hurt de Sharif Nasser, je ne sais pas comment ça se prononce, N-A-S-R, qui est un court-métrage assez particulier qui explore un petit peu l'horreur psychologique sur ce qu'on ressent après une rupture amoureuse, mais qui est un vrai court-métrage d'horreur pour le coup, avec une cinématographie très intéressante, qui est assez court, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, un court-métrage que j'ai découvert grâce à Guillermo del Toro, qui avait partagé ce court-métrage il fut un temps. C'est un court-métrage de Robert Morgan qui est très court, qui s'appelle The Cats with Hands, donc le chat avec des mains, qui est un court-métrage là qui explore un petit peu plus l'étrange, le bizarre, ce qu'on appelle la vallée dérangeante de ces éléments qui font pas vraiment peur, mais qui sont suffisamment dérangeants pour créer une ambiance un peu glauque, mais qui reste quand même un vrai court-métrage d'horreur. Et un court-métrage qui a récemment beaucoup tourné sur Internet, à tel point qu'on peut parler de même. C'est un court-métrage de Kane Parsons, qui est un jeune qui a réalisé ça à 16 ans, qui s'appelle The Backrooms. Donc les Backrooms, qui est un court-métrage pareil, très... qui joue beaucoup sur l'ambiance, c'est-à-dire c'est un court-métrage dans lequel on n'a pas vraiment de jumpscare, de choses qui sautent à l'écran, de bruit très fort, mais qui est un court-métrage avec une ambiance un petit peu inquiétante, ce genre de petites ambiances qu'on aime bien le soir d'Halloween avec ses amis. Évidemment, si vous voulez passer une soirée d'Halloween agréable, n'hésitez pas à aller regarder du côté des jeux vidéo. Il y a énormément de séries de jeux d'horreur donc, que je ne peux pas approfondir maintenant. Si jamais ça vous intéresse, on pourra potentiellement en parler dans une autre émission. Mais voilà, des jeux vidéo d'horreur, des courts-métrages d'horreur sur Internet, on a de quoi se faire peur, on a de quoi avoir peur et on a de quoi faire peur aux gens. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et je finirai ma chronique en vous recommandant les œuvres, moi aussi, d'un mangaka qui s'appelle Junji Ito,
Junji Ito, qui est l'un des grands maîtres du body horror japonais, qui a réalisé énormément de mangas, soit des séries, soit des mangas courts, qui sauront vous glacer le sang vraiment et peut-être faire changer un petit peu votre vision de ce que peut être l'horreur. Voilà, joyeux Halloween à vous et merci de m'avoir écouté. Merci Tom pour toutes ces propositions, recommandations sur le thème d'Halloween. Donc l'émission touche à sa fin, mais ça marche aussi. Mais avant de se quitter, je vous propose de faire, comme à notre habitude, un petit jeu thématique. Donc c'est parti pour le jeu. C'est l'heure du duel. Alors, ça y est, c'est parti pour un quiz donc, sur la thématique des castors, comme vous pouvez le voir. Donc non, ce sera un quiz Halloween pour cette fois-ci. Après la fête de la science, je me suis dit qu'on allait sacrifier une blouse. Et on n'a été fait de mal à aucun animal. Ah, bah ça, après, apparemment, ils n'avaient pas l'air de trop se plaindre, les doctorants. Très bien. Donc, un quiz en 10 questions. Comment vous voulez procéder? Est-ce qu'on fait chacun pour soi? Est-ce qu'on fait par équipe? Donc, très bien. Alors, en plus, ce soit 3 contre 2 avec les réponses pas loin. Et on va voir ce que ça donne. On ne triche pas. Benoît, Nicolas contre Tom, Paco et Pierre, BN contre TPP sur ma fiche. Très bien. Alors, première question. Il va falloir répondre assez vite. Les questions ne sont pas forcément toutes extrêmement compliquées. Que signifie Halloween? Peur. Non. Vous n'avez dit pas la fête des masques tout à l'heure? Non, c'est le nom du film. Que signifie Citrouille. Halloween? Non, ça signifie pas citrouille. Je vous aide, c'est une contraction de mots. C'est un mot valise. C'est une très bonne question Halloween. que tu nous poses là. Il y a Halo dedans. Il y a Halo fait partie de la contraction. Vous pouvez tenter, il y a des choses qui sont... Finalement, la traduction est très simple. Est-ce que c'est pas quelque chose comme la venue de la lanterne Non. dans ces îles-là? Non. Bon, pas de réponse. En fait, c'est une contraction de All Hallows Eve, la veille de la Toussaint. Ah. Tout simplement. C'est pour ça. Tout simplement. Tout simplement. C'est le 31 octobre, la Toussaint c'est le 1er. Non, mais on s'attend à quelque chose, mais au final... La veille de tous les morts, Eric le chat nous dit, ouais, c'était tout à fait ça. Bravo Eric. Très bien, question 2. Ça peut aller très vite aussi, mais je connais bien mes questions. Que crient les jeunes Américains? Trick or treat. Ouais. Un bonbon, une farce. C'est ça. Alors la question 3, c'était laquelle? Ah oui. On va parler un petit peu de peur maintenant. On a parlé un peu d'Halloween. On va parler un petit peu de choses qui font peur. Qu'est-ce que la dentophobie? La peur d'une bouche avec trop de dents. Non, c'est pas ça, mais c'est pas si loin. La peur si loin. des- Peur des La peur des vampires. masques. Canines, là, des Non, vampires. non plus. Ce serait pas la peur des arbres? Non. Pourquoi? Non, j'ai confondu avec Dondron. La peur d'être nu. Non. Je crois qu'il y a que Pierre qui a pas donné de réponse. J'avais dit la peur des masques. Non. Bon. Eric avait la réponse dans le chat. C'était donc la peur du dentiste. Eric, il est fort. hein. Eric est très Je vais fort. couper le chat Ouais. parce que sinon Ouais. Eric va nous donner les réponses. C'est ça. Moi, je vais faire ça. Eric, Je- Eric, tu peux répondre. Il n'y a pas de problème. Personne. Eric, mon numéro, c'est le 06. C'est une très bonne idée de donner ton numéro sur Twitch. Je vous rappelle qu'il est président de l'université de Nîmes. Pour toute réclamation, n'hésitez pas. J'oublie des fois, j'oublie parfois. Deuxième question sur la peur. Qu'est-ce que l'autophobie? La peur de soi.
Non. Mais c'est pas si loin. Eric propose de donner son PayPal. Si jamais. Est-ce que tu peux nous l'épeler, s'il te plaît? AUTO. La peur des voitures? Non. Se faire peur soi-même. Non plus. Mais ça tourne autour de ça. On est quand même vraiment sur des choses. C'est trouvable. Par le son reflet. Non. Paco, je crois que t'as rien proposé. J'avais la même idée. Ok. Non. C'est la peur d'être seul. Mais c'était pas si loin. Ah, alors, ça va être une question au plus proche. Donc à la limite, ce que je vous propose, je pose la question, vous vous concertez, je vais me reculer un petit peu, et ensuite vous donnerez vos réponses une fois la concertation faite. D'après vous, puisque ça fait très peur, si on est plongé dans une eau à 0 degré, combien de temps on survit? Est-ce qu'on a la tête en dehors de l'eau ou pas? Non, mais parce que... Oui, la tête hors de l'eau. Évidemment. On a un petit Sinon, le maillot fait ou qu'elle pas soit à 0 degré ne joue pas trop. Oui, on sait jamais. Je veux tous les éléments pour être sûr. Ce sera au plus proche. Si c'est un tout pile, c'est 2 points. Hein. Eric a proposé dans le chat. Si jamais. C'est pas extrêmement long, Eric. C'est bon? Allez. Mettez-vous d'accord. Vous avez droit à un petit slip de bain. Un petit slip speedo. Du coup, voilà, si jamais. Alors. Est-ce que l'origine géographique fait varier le temps de survie? C'est possible. Allez. C'est bon? Donc j'ai un 3 heures ici et vous avez décidé combien? Non, 8 minutes. 8 minutes. Eh bien c'est les TPP qui gagnent ce point, mais quand même d'un peu loin, puisque c'était 30 minutes. Ok. On avait la bonne unité quand même. C'est ça. C'est ça, déjà. 30 minutes en moyenne, évidemment, à quelques minutes près. Et alors, Benoît disait, ouais, mais si on bouge... Et en fait, non. Alors, bon, je ne suis pas certain des données, mais le truc, c'est que si on ne bouge pas, l'eau qui reste à proximité du corps se réchauffe un petit peu. Et donc, on a tendance à... Bon, sauf si on est dans un courant et que l'eau se renouvelle. Après, il n'y a toute pas un seule. risque de faire un choc thermique instantanément et de... Si, à 0 degré, on peut en fait avoir le souffle coupé et mourir aussi instantanément. C'est Moi, je ne suis pas sûr parce que dans Titanic, DiCaprio, il a mis du temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais il tenait un petit peu Et il avait la flamme de l'amour qui le réchauffait dans Titanic. Voilà. Donc, Et est-ce que toi, tu aurais partagé le radeau avec Léo? Non, Ouais, Léo qui nous regarde, désolé. Hein. On sait qu'il est là. Très bien. Alors, on est où là? Question qui fait peur. Ouais. Question qui fait peur. Quel est le film d'horreur le plus rentable de tous les temps? Paranormal Activity. Et non. Alors, un des plus rentables parce qu'il a coûté très peu, mais c'est quand même pas celui qui a dégagé le plus de différence entre le coût et les Blair budgets. Witch Project. Non. C'est un film un peu plus, enfin, qui est quand même très très connu. Massacre C'est à le la plus. tronçonneuse. Non. Orange Mécanique. La nuit des morts vivants. Non plus. Freddy, ça marche pas? Non. Ça existe, ça? Moi, je suis pas fan du tout. Non, moi non plus. Scream. C'est pas Annabelle? Non, c'est pas Annabelle. Il y a pas un truc avec un clown? Ah si, C'est Hit, c'est ça. C'est ça, ou Hit d'ailleurs. Donc très bien. Après beaucoup de propositions. Et combien il a rapporté? C'est au plus proche, vous pouvez vous concerter. C'est l'original ou le remake qui a rapporté le... C'est le remake, il me C'est le semble. remake. Ok. Donc le 1 ou le 2? Le 1, il me semble. Le 1 du remake. Ouais. Celui qui est bien. Oui, oui. Bon, de toute façon, là, ça n'a plus trop d'importance. $. Allez, on a un 144, on a un 300 ici.
C'est 700 millions. Donc c'est 2 points pour la team biscuiterie nantaise, BN. Biscuiterie nîmoise. Nîmoise, pardon. Branda de Nîmes. Branda de Nîmes. La team Branda de Nîmes. TPP, vous avez encore un peu de temps pour trouver un nom. Je lis les 30 secondes. Ouais, ok, Massacre, Freddy. On avait ça. Lolotte qui a trouvé ça. Bravo Lolotte. Pour combien d'argent mis dedans? Je sais pas de quoi on parle. J'ai pas. Mais non, mais il y a un décalage avec le chat, du coup. Ah oui, pour combien? Alors 700 millions, c'est ce qu'il a rapporté. C'est pas. Après le budget, je sais pas. Je suis pas du tout spécialiste. Alors question 8. Quelle est la phobie la plus répandue? Alors je dis selon le site Science et Vie parce que c'est là où j'ai chopé l'info. Les araignées. L'arachnophobie, ouais. Non. Les serpents. Non. L'agoraphobie? Non. Le noir. Non. La peur de la mort? Non. La peur du vide. Oui, c'est ça. C'est donc le vertige ou l'acrophobie. Alors maintenant, il nous reste deux questions sur les conséquences de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On crie? Non, on crie. Donc ça va être une question sur les cris. Qui a peint le cri? Munch. Point pour Brandade de Nîmes. Ah oui. Alors c'est un 4-2. C'est un 4-2, donc il reste une dernière question. Alors je prends mon téléphone parce qu'il y a un effet sonore. Ah. Le cri de Wilhelm. Jurassic Park. Est-ce que je l'ai eu? Alors je tiens à préciser pour l'audience qu'ils sont dans le même bureau. Alors, il l'a pas entendu. Quel est ce cri? Le cri de Wilhelm. Et je l'ai eu avant la question, ça vaut 2 points. Moi, je pense que c'est le cri de Wilhelm, c'est un cri très connu dans les séries de cinéma. C'est un cri, je crois, qui a été poussé par un acteur dans les années 50 ou 60, et depuis, on l'a trouvé tellement mythique qu'il est utilisé. C'est le cri de Wilhelm, Eric. C'est le cri de Wilhelm. Vous entendrez mieux en allant le chercher directement. Donc, qui est répandu. On le retrouve dans plein de productions. Une fois qu'on l'a entendu, on l'entend beaucoup quand on regarde des films. Vous l'avez forcément entendu. C'est ça. Très bien, donc c'est quand même un 4-3. Donc 4 pour l'équipe Benoît Nicolas, 3 pour l'équipe Tom Paco-Pierre. Donc félicitations à l'équipe présidence qui s'illustre encore une fois. Donc félicitations à vous. Donc on arrive à la fin de cette émission. Comme d'habitude, j'ai quand même quelques personnes à remercier. L'audiovisuel et Nabil qui nous a fait la régie pendant toute l'émission. La communication toujours présente pour nous accompagner, pour diffuser les infos auprès de la communauté. Donc merci beaucoup. Merci à vous, les chroniqueurs, d'avoir été présents. Merci à Barbara et Louise qui ont été présentes en début d'émission pour parler de leur thématique de recherche. Et merci à toi. Merci aussi aux associations étudiantes, puisqu'en fait on se retrouve... puisqu'en fait on est ici, si vous voyez un petit peu là sur ce plan, on est dans les locaux des étudiants. On est dans le foyer aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait l'émission ici. Du coup, on peut en profiter pour lancer un appel à tous nos nouveaux étudiants. On a dans l'actu du SUP, on vous a dit pas mal de choses. Ça fait deux mois que vous êtes rentrés. N'hésitez pas à solliciter l'ensemble des associations étudiantes parce que c'est bien aussi de s'engager auprès de toutes ces associations. Il y a pas mal d'associations qui font un super boulot. Il n'y a pas que les soirées, mais il y a pas mal d'animations qui sont des événements caritatifs ou autres. Mais vraiment, moi, je vous encourage toutes et toutes à aller dans nos associations. D'ailleurs, cette semaine, il y en a quelques-unes qui sont devant la cafétéria pour les... ça, c'est pour du festif, c'est pour les soirées d'Halloween, mais c'est une occasion d'avoir un premier contact avec eux. Très bien, voilà, on en termine. Merci beaucoup à vous. Le mot de la fin, on dira bienvenue à Oscar. Et voilà, nous on se retrouve à peu près dans un mois pour la prochaine édition de Vue du Nîmes. Merci de nous avoir suivis.